Vous êtes nombreux à nous suivre, madame, messieurs. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de 26 Presse sur Congo 26 Télévision, ce programme qui décrypte les enjeux de notre nation. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur un sujet d'importance capitale, le programme du gouvernement souminois Toulouka pour la période de 2024 à 2028, avec un budget annoncé de 92,9 milliards américains. Le gouvernement s'engage dans une série de réformes ambitieuses visant à transformer la République démocratique du Congo. Mais ce budget est-il à la hauteur des défis qui nous attendent? Est-il réaliste ou trop beau pour être vrai? Nous allons tenter de répondre à cette question avec mes invités, mais nous parlerons également de l'opportunité du changement de la Constitution. Vous le savez certainement, alors que l'équipe souminois prend le règne du gouvernement de la République démocratique du Congo, le débat sur le changement de la Constitution domine les salons politiques en République démocratique du Congo. Voilà, messieurs, encore une fois, bienvenue dans 26 Presse sur Congo 26 Télévision. Je ne serai pas seul ce soir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez ce soir ou ce matin. J'ai comme invité Freddy Noël Chioyo, une grande signature de la presse en République démocratique du Congo. Freddy Noël Chioyo, bienvenue. Merci beaucoup, cher Merveille. C'est un plaisir de vous recevoir, une première dans ce 26 Presse sur Congo 26 Télévision. Merci de l'invitation, j'admire le cadre, un beau studio, très majestueux là. J'apprécie le travail qui est fait, nous pensons que nous sommes à la hauteur de ce grand studio pour donner un peu de la crème et un peu de contenu à cette émission ce soir. Merci beaucoup. Une figure bien connue des médias congolais, un habitué du petit écran, Pius Romain Roland Ngoï. Bienvenue. Merci beaucoup, cher confrère. Je n'avais pas raison de décliner tes multiples invitations. Je suis impressionné. Merci pour l'invitation. Et je salue aussi les téléspectateurs qui vont nous suivre et aussi le promoteur qui a mis en place cette chaîne. Ça prouve à suffisance qu'il y a des gens qui ont besoin de mettre fin au chômage. Alors, en mettant en place ces cadres, ça prouve à suffisance un grand cœur d'aider aux autres, mais il faut maintenir ou soit améliorer davantage, parce que ça permet quand même de passer un très bon débat, de travailler dans de bonnes conditions. Merci beaucoup aux promoteurs, merci beaucoup aux amis avec qui nous allons débattre sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons équilibrer le plateau avec l'honorable John Kolela, qui sera de la partie. Exceptionnellement, il n'est pas journaliste, il est politique, mais nous avons pensé que c'était important de l'associer dans ces débats pour pouvoir un peu pimenter nos échanges d'aujourd'hui. Bienvenue, John Kolela. Merci, cher Merveille, et merci beaucoup pour l'invitation afin d'éclairer un peu l'opinion sur certaines questions d'actualité que vous venez d'énoncer. Je salue toute la population de partout et aura l'opportunité de nous suivre. Je ne manquerai pas un mot pour féliciter aussi le promoteur, le responsable de la chaîne, au regard de l'œuvre qu'il a faite, avec beaucoup de décors très bien faits, un cadre bien pour mettre fin un peu au chômage, disons contribuer à la lutte contre le chômage, et aussi permettre à ce que la population soit suffisamment informée. Coup de chapeau à lui et beaucoup de fleurs. Alors, merci pour ce que vous avez la parole. On va commencer avec vous, avec un petit détail qui peut-être pas parmi notre thématique. Vous savez certainement, le président de la République a désigné son directeur de cabinet, Maître Anthony Kinzo. Il y a aujourd'hui débat. Je vous pose cette question parce que vous êtes particulièrement de l'UDPS où certains cadres et militants s'opposent à cette désignation. Pensez-vous aujourd'hui que la désignation du directeur de cabinet du chef de l'État devrait nécessairement respecter le quota politique? Je ne crois pas. Nous devrons être très intellectuels parce que tout n'est pas que politique. Le directeur de cabinet du chef de l'État, c'est quelqu'un qui doit l'aider dans la réalisation de beaucoup de tâches. Je pense qu'il faut beaucoup plus compter sur le professionnalisme et le savoir-faire des individus que sur les obédiences politiques. Il y a certains postes, moi je pense que ça ne peut pas appeler à débat. Le chef de l'État a sa propre vision, il sait ce qu'il veut faire, il a besoin de techniciens autour de lui, des gens qui peuvent l'aider dans l'accomplissement des tâches. Si nous prenons l'appartenance politique comme seul critère pour sélectionner les gens qui doivent travailler dans les institutions quand on a des responsabilités, nous allons fausser la donne. Nous sommes d'abord tous Congolais avant d'être membres des partis politiques. Donc,
Je pense que ça, c'est un débat des caniveaux auquel je ne peux pas m'associer particulièrement. Il a choisi, si le monsieur a un cursus normal qui le permet d'être à ce niveau-là, bravo à lui. Nous allons le juger par des actes et non pas par des considérations subjectives. Merci, merci. Non pas par des considérations. Je veux poser pratiquement la même question à Pius Romain. D'aucuns pensent que l'UDPS aurait un problème de cadre. Le président de la République puise ailleurs qu'au parti présidentiel. Anthony Kenzo, un technocrate. Vous avez un point de vue par rapport à ce sujet? Oui, chers confrères, vous savez que ce sont les mêmes combattants ou les mêmes membres de l'UDPS qui ont décrié d'abord un cabinet pléthorique du chef de l'État. Ce sont ce même cadre, le même cadre qui ont décrié la composition du cabinet de la diaspora et le cabinet qui a fait piètre figure, qui n'a pas été à la hauteur, où nous avons constaté la fuite de plusieurs éléments qui venaient. Il n'y avait pas au fait de secret, ce cabinet. De secret dans la gestion des dossiers au sein de la présidence de la République. Il n'y avait pas de secret. J'ai échangé avec plusieurs des confrères, même certains politiques, qui disent que c'est le dernier mandat du chef de l'État, donc il doit changer son cabinet qui ne l'a pas aidé. Et si vous avez suivi d'ailleurs le débat à la Chambre basse, il y a des gens qui ont dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un gouvernement parallèle au niveau du cabinet du chef de l'État. Du cabinet du chef de l'État. Donc, tout porte à croire que si le chef de l'État, dans ses pouvoirs discrétionnaires, a bien voulu changer le directeur des cabinets, qui par ailleurs, hier, le directeur des cabinets qui est devenu aujourd'hui ministre d'État au plan, vice-premier ministre oui. Au plan, ne peut pas susciter des débats, puisque quel sera le rôle du directeur des cabinets dans la gouvernance de la chose publique? C'est le patron. Non, c'est le patron de l'administration de la présidence. C'est le patron de l'administration de la présidence. Par sur quoi les proches collaborateurs du président de la République. Et tout le monde dit c'est un garçon pondéré, intelligent, et pourquoi on doit encore s'en prendre à une intelligence? C'est ça le tard de l'UDPS. Je te l'ai toujours dit, l'UDPS n'a pas de cadre. Nombreux ont été dans la rue, ont été formés pour être dans la rue, pour être plus barbares. N'ont pas été formés. Barbare, c'est un peu non, la barbarie, c'est pas une infraction. Un barbare, c'est une personne qui ne respecte pas les lois de la République. Et lorsque vous allez faire une marche, puisque le chef de l'État a nommé un directeur de cabinet, est-ce que dans votre tête, il y a quelque chose qui cloche? Au lieu de faire la marche pour que nous ayons l'électricité, pour que nous ayons de l'eau, pour que nous ayons le transport, pour que nous ayons le prix bas de denrées alimentaires, vous allez faire la marche puisqu'on a nommé un individu. La même personne-là qui fait la marche, si on la prenait et on la mettait là comme directeur de cabinet, qu'est-ce qu'il va produire? Il n'aura peut-être pas de ressources. Merci. Voilà, on va survoler rapidement ces dossiers qui n'est pas notre sujet du jour, mais le temps que Freddy Noël Thio puisse également placer un mot. Vous êtes d'accord, c'est de la barbarie à un certain niveau. Le président de la République a le droit de faire un choix pour celui qui va présider son cabinet. Quel est votre point de vue? Peut-être chef de cabinet, c'est un choix privé. C'est le cabinet du président de la République. Il a le droit de nommer qui il veut. Donc, il juge des dossiers qui sont devant lui. Il estime que la personne qu'il choisit sera en mesure de répondre à ses attentes. Mais maintenant, par rapport à la question de la barbarie, j'ai m'inscrit en faux. UDPS n'a pas que des barbares. C'est vrai, il y a des gens un peu qui sont un peu dehors de la loi, mais UDPS a de l'intelligence, a des gens vertueux, des gens qui sont en mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes pour donner à la République ce que la République veut avoir. Mais seulement pourquoi puis-je dire ça? C'est parce que depuis qu'on a commencé, premier quinquennat, on ne fait que puiser ailleurs. Regardez aujourd'hui, par exemple, la configuration politique actuelle. Vous remarquerez que la jeune Premier ministre était collaboratrice du VPM actuel, Daniel Mpoko Samba, quand il fut vice-premier ministre au budget sous Mapon, sous la gouvernance Kabila. Premier ministre, nous était collaboratrice de ces messieurs-là.
DIRCAB actuel, Kinzo, un monsieur pondéré, méticulé, monsieur structuré. En tout cas, tout le témoignage converge que c'est monsieur qui a de la hauteur, qui mérite d'être là, parce que je dois avouer que l'ancien cabinet avait un souci. Je dois avouer qu'il y avait ce qui ne marchait pas sur le plan technique, protocolaire, il y avait peu de soucis. Et je pense que Kinzo, le connaissant dans sa posture de DIRCAB de Mokoro Samba, je le connais personnellement, je pense que le mérite est Glenyembo. Et je ne suis pas un prophète de malheur. Et je pense que Niembo ne fera rien de bon au niveau du plan là où il a été permuté. C'est une parenthèse. Parce que vous pensez qu'il a échoué au niveau... Mais bon, en tout cas, je suis témoin oculaire de sa gestion, de la gestion présidentielle pendant 4 ans et 6 mois. En tout cas, c'est pas flatteur comme résultat. C'est pas encourageant. C'est pas vraiment à la hauteur d'un Milania ou d'un Eberando Caméré. Je suis désolé de le dire. Mais... Kinzo, je pense que le chef a bien vu, mais seulement, est-ce qu'il n'y avait pas de profil similaire au niveau de l'UDPS? J'ai dit faux. Il y a des personnes, moi je connais l'UDPS, qui ont des carrures, qui ont des postures, et j'ai pu en dénombrer autant. Mais, quelque part là, l'agir du chef donne apporte là au moulin des pius, en disant que voilà, UDPS n'a pas de barbares. Pourquoi je fais cette plaidoirie? C'est parce que, quand je vais à l'UDPS, vous avez des gens qui viennent vous voir, oh honorable, que je ne suis même pas. C'est comme si il n'y a pas de promotion des valeurs qu'a laissé le feu de Tchétchoussou dans Moulumba. On fait un coup plus ailleurs. Si hier on parlait de la diaspora, mettons pas de FC Rénové, remarquez aujourd'hui, c'est la prime aux gens qui hier avaient insulté Tshisekedi, qui sont promus aujourd'hui au niveau du gouvernement. Des gens qui ont trahi Kabila. Qui ont trahi Kabila, qui sont des gens qui ont arboré la posture tshisekidiste, qui sont devenus plus tshisekidistes que ceux-là qui avaient combattu, que les jeunes Kolela, que Chakmé Chabani. Ce comptant pour Chakmé Chabani, ça c'est la prime à la loyauté, prime à la constance, prime à la sincérité. Aujourd'hui, Chakmé Chabani représente l'âme de l'UDPS, parce que qui ne se rappelle pas de Génie Serveur sous Moulunda, sur le 30 juin avec Jacques Njoli. Quand j'ai marché, les gens sont morts. On a des gens vivant ici à la relation de l'UDPS. C'est sous monsieur Jacques Chabani. Aujourd'hui, Jacques Chabani qui est récompensé au soir du premier mandat et au début du second mandat, c'est une bonne chose. Mais ne donnez pas l'argument à plus remettre un rôle, dire voilà, à l'UDPS, il y a des barbares. Il y a des valeurs. C'est au chef de l'État de voir qui choisir au niveau de son parti et promouvoir et donner aussi la chance à ceux-là qui avaient combattu, qui avaient marché, de retrouver aussi le sourire, parce qu'on ne combat pour rien. Il ne faut pas donner l'image comme quoi que dans ce pays, s'il faut être promu, il faut insulter, au fin comme hier, ça n'a pas mon niveau, mais il est aujourd'hui ministre d'État. Par exemple, au détriment de Kolela John, qui a marché, qui a inhalé le gaz lacrymogène, mais il a le niveau, mais toujours la touche. Pendant 5 ans. Il y a un problème. Alors, vous voulez réagir? Oui, je veux réagir. Oui. Je n'ai pas insulté l'UDPS qui a des barbares. Tu n'as pas insulté, je n'ai pas dit ça. Oui. Le qualificatif est péjoratif. Oui. Réagissez dans une minute, oui, comme ça la parole va la majorité. Pourquoi je dis ça? Vous avez aux côtés de vous l'honorable John Kolel. Il a été député national. Nous sommes divergents sur le point politique. Mais j'ai été dans sa maison. Ouais. Il est là présent. J'ai été dans sa maison. C'est-à-dire, on a pris l'aspect. Les politiques ont bipolarisé même la presse. Moi, je suis incapable d'aller à l'UDPS couvrir la manifestation. Malheureusement pour toi. Parce que vous êtes... non, tu es trop tyran. Voilà. Étiqueté proche de l'opposition. Non, ce ou n'est de pas la ça. résistance. C'est-à-dire, un homme de valeur tire une leçon dans le critique. Si vous refusez les critiques, c'est que vous ne voulez pas vous améliorer. Et ça, à l'UDPS, c'est un péché. On ne peut pas critiquer. C'est le paradis. La grande majorité des membres de l'UDPS, excusez de les dire, je continue à les dire, ils sont barbares. Parce qu'ils n'ont aucune valeur politique. Quand on parle des valeurs politiques, c'est-à-dire, il y a la tolérance, il y a l'acceptation mutuelle, il y a la démocratie qui est une valeur républicaine ici chez nous. Mais ça ne passe pas à l'UDPS. Il n'y a que les injures. Toi, tu as été victime de l'UDPS. Beaucoup de nos confrères ont été victimes. Bon, pas toi. Pas moi, non. Pas toi. Beaucoup. Vous n'avez pas été victime directement. Non. Peut-être qu'il fait allusion oui, à l'incident qu'il y a eu à la présidence. Ah oui, beaucoup de nos confrères ont été victimes. Et il y a une milice qui est au sein de l'UDPS.
qu'on appelle ici ces BSU, Brigade Spéciale UDPS. Et il y a les forces du progrès. Vous pensez que ces gens-là, moi personnellement, c'est une unité. C'est pas une unité. Il y a aussi les listes qui... Non, mais il y a le cadre, attention. De cadre thématique. C'est qu'on peut perdre des chaleurs, vous pouvez parler des chaleurs, mais il y avait aussi des moulagnas, il y avait des liquidas. Pareil, on peut perdre laissez-lui chuter. Je ne peux pas je ne peux pas encourager ces genres d'antivaleurs. Mais lorsqu'on met sur la balance... Qui sont encouragés hier sous Bouchab. Vous aurez le temps de parole. Moi, je ne peux pas encourager ces genres d'antivaleurs. Si on met sur la balance politique, soyons francs, si on met sur la balance politique, on prend le PPRD, on prend l'UDPS, où est-ce que vous allez trouver une classe politique? Le PPRD est dérivé de l'UDPS, mon cher ami. On va faire un effort. Qui du PPRD n'a pas été l'UDPS? Dis-moi. Bouchab était UDPS. La mère était UDPS. Alors, je veux relancer les débats. C'est la moule, en fait. UDPS, c'est la mère des partis politiques. Exactement. Non, ce n'est pas la mère des partis politiques, puisque l'UDPS est issu du MPR. Je veux relancer le débat. L'UDPS est issu du MLC. Pas MNC. L'UDPS est issu. Il y a eu des partis auparavant. Il y a eu dans chaque parti aujourd'hui, vous verrez que il y a un dérivé de l'UDPS. Et au sein de l'UDPS, il y a les dérivés de l'IMPER. Merci beaucoup. Les dérivés de l'IMPER, on va évoluer. Vous allez risquer de monopoliser le débat autour de l'UDPS, d'ailleurs, qui n'est pas notre thématique. John Collet a été cité plusieurs fois. Je sens en lui le besoin de rebondir par rapport à ça. Évidemment, je remercie les amis co-débatteurs pour le mot doux qu'ils m'ont adressé. Sincèrement, ce n'est pas que si nous ne disons rien, c'est que tout est rose à l'UDPS. C'est vrai qu'il y a des problèmes qu'il faut que les autorités arrivent à corriger. À l'UDPS, il n'y a pas que de barbares, il y a aussi des cadres qui se respectent. C'est vrai qu'il y a quand même aussi une classe aussi qui se comporte de la manière dont on est en train de décrier. C'est vrai que ça existe, on ne peut pas le nier parce que ça existe. Nous avons déjà été même victimes au sein même du parti, c'est arrivé. Donc il y a des choses à corriger. Et même tout ce qu'ils ont dit à propos des nominations, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai. Ça se parle dans tous les groupes sociaux où je suis, ça se discute même entre les cadres. Pour le constat fait, c'est un constat presque amer où on est en train de propulser les nouveaux venus, et ceux-là qui viennent les arrivistes. Mais est-ce que Kabound ne vous manque pas? On a senti un vide depuis le départ même le temps de Kabound, même aujourd'hui, c'est la même chose qui continue, c'est presque les mêmes comportements, même attitudes. Même du temps de Kabound, les gens de l'UDPS ne se sont pas du tout retrouvés. Et moi, je pense qu'il faut que les autorités du parti puissent corriger ces erreurs pour qu'on ne puisse pas trop frustrer les gens. Parce que les frustrations vont croissant. Ce n'est pas normal que ça continue ainsi. Il faut que vous regardez tout un gouvernement. Si vous regardez les membres de l'UDPS, ils peuvent être 10 ou 15 qui sont là-bas. Mais pour la plupart, en dehors de Jacquemaine Chabani et Guy Mouadianvita qui est à la défense, et le reste là, ce sont des gens que personne ne connaît, mais on vous dit que non, ils étaient à telle part, on les a amenés. Donc, quelque part là, la première ministre, commençant par elle, moi je ne la connais pas. Sincèrement, je dois être honnête et sincère. Au sein de l'UDPS? Moi, je la connais, disons, je ne connais pas tous les membres de l'UDPS. Je ne dis pas qu'elle n'y ait pas de l'UDPS, mais je ne la connaissais pas avant qu'elle soit nommée première ministre. Évidemment, oui. Je dois être sincère avec ma propre conscience. Elle était cachée quelque part. Donc, je dis que nous devons quand même corriger. Ça fait 5 années, nous sommes à la 6e année. Si ça continue ainsi, ça décourage. Vous devrez le savoir. Si je ne le dis pas aujourd'hui, peut-être que personne ne vous le dira. Je profite de votre micro pour lancer ces cris d'alarme qui viennent de beaucoup de personnes. Peut-être que c'est moi qui ai le courage de le dire aujourd'hui qu'il ne faut pas que ça continue ainsi parce que ça blesse. Alors, parce que ça blesse. Espérons que le message sur ce plateau arrivera aux autorités de l'UDPS, du moins ceux qui gèrent le parti actuellement. On doit arranger un peu. L'inflation bat son plein. En revue de on est tous informés. Ce matin, le dollar américain s'échange à 28,500, 29. Ça part croissant. On a eu Caméré avec la promesse de pouvoir stabiliser ces dollars, ça n'a pas marché. Finalement, il y a eu investiture du gouvernement fixée à 92,9 milliards de dollars américains pour 5 ans. La grande question est comment le gouvernement compte-t-il mobiliser ces fonds? Raison d'ailleurs de notre thématique, est-ce un budget réaliste ou simplement trop beau pour être vrai? John, quoi vous pouvez réagir? Oui, merci beaucoup. J'ai suivi les messages de la Première ministre lors de son investiture.
Je pense que d'abord, d'entrée de jeu, c'est un budget réaliste au regard. Parce que le Congo, c'est vrai, c'est un pays potentiellement riche, mais réellement, nous ne sommes pas riches. Parce que la richesse potentielle, il faut la transformer, il faut la rendre en termes de richesse monétaire pour la comptabiliser. Et pour cela, ça demande beaucoup de choses. Et pour arriver à ces choses-là, la première ministre a parlé de 6 axes. Les 6 axes prioritaires auxquels doivent s'atteler. Il y a particulièrement l'amélioration du pouvoir d'achat de la ménagère. Et c'est là qu'il y a un problème d'abord de taux d'échange et des problèmes d'inflation, disons les prix en interne. Je n'aimerais pas qu'elle arrive aux mêmes erreurs que Matata Ponyo ainsi que Sama Lukonde. Matata Ponyo. Évidemment. Matata Ponyo plutôt qui a stabilisé le dollar pendant pratiquement 4 ans et demi. Nous avons vécu la stabilité du cadre macroéconomique. Il faut le lui reconnaître. Évidemment, nous devons reconnaître... Depuis le départ de Matata, le dollar est en train de grimper jusqu'à aujourd'hui. Nous devons reconnaître les choses dans leur juste milieu. Pas en deçà, pas au-delà de ce qui a été fait. Le stabilisateur du cadre macroéconomique, c'est Mozito, ce n'est pas Matata. Matata a trouvé le cadre économique déjà en 2010, déjà bien stabilisé. Ouais. Déjà stabilisé. Vous parlez de l'atteinte du point d'achèvement ou de la stabilisation du cadre macroéconomique? Votre question est posée. Je suis en train de donner l'explication. Allez-y. Mozito a pris les choses avec beaucoup de difficultés. Rappelez-vous que Mozito a pris la gouvernance au moment où nous étions dans la crise de 2008, la deuxième après celle de 1929, la grande crise. En ce moment-là, la République avait une dette d'environ 14 milliards envers l'étranger. Et c'est Mozito qui a atteint le point d'achèvement jusqu'au point de déstabiliser la monnaie. Vérifier dans l'histoire de notre monnaie, la monnaie fut stabilisée en 914 depuis 2010, avant que Matata ne devienne Premier ministre en 2012. Matata était ministre de Finances à l'époque. Il faudrait honnêtement le rappeler. Ouais. Je dirais ceci. Si Matata était ministre de Finances, Matata n'a pas travaillé pour le point d'achèvement. C'était l'autre qui était là. Matata est venu au ministre de Finances 3 mois après l'atteinte du point d'achèvement. Nous sommes en janvier 2010. C'est alors qu'on a atteint le point d'achèvement. Matata est entré au gouvernement en avril ou mai, 3 mois plus tard. Donc, c'est pour vous dire que les choses étaient déjà faites par les autres qui étaient déjà là. C'est vrai que Matata a trouvé, parce que le taux de 914 a commencé en 2010. De 2010 en 2012, pour que Matata en arrive, c'était Mozito qui gérait les affaires. Alors, en ce moment-là, Matata est venu en 2012. Il a réussi à consolider ce que son prédécesseur avait déjà commencé. Nous le reconnaissons qu'il a consolidé. Évidemment, c'est lui qui était ministre des Finances. Alors, Matata... C'est que les autres n'ont pas fait après lui. Évidemment, il a consolidé. Mais cette consolidation-là ne suffit pas. Est-ce qu'il suffit d'arrêter l'hémorragie lorsque quelqu'un est blessé ou bien il faut soigner la plaie? C'est ce que je dis maintenant, l'erreur de Matata. Matata a profité de cette stabilité, mais l'environnement économique international était propice pour que Matata fasse davantage en termes de politique structurelle de notre pays pour qu'on puisse accroître la production. Il ne suffisait pas de se contenter de la stabilité. Il fallait mettre en place des mécanismes pour accroître, de sorte que le jour où les chocs viendraient, que l'économie ne puisse pas subir. La conséquence, c'est quoi? Regardez maintenant Matata avant qu'il ne parte. Le taux avait déjà bougé avant que Matata ne quitte le pouvoir. Quoi qu'il a stabilisé de 2012, 2013, 2014, déjà fin 2015, lorsque la crise s'est prononcée en 2016, le même jour, le taux est passé de 914 à 1216 francs congolais pour $1. Matata était encore au pouvoir. Évidemment, c'est la crise de 2016. Nous sommes dans la crise de 2016. Matata a bénéficié d'une conjoncture économique internationale stable. De 2012 à 2015, au niveau international, il n'y avait pas de crise. Oui, mais j'aimerais qu'on puisse revenir à notre thématique. On va pas s'attarder sur Matata. Il a fait ce qu'il a pu. Certainement, vos co-débatteurs vont rebondir là-dessus. Oui. Mais dans le contexte actuel, aujourd'hui, comment le gouvernement compte-t-il mobiliser ses fonds? C'est ce que je suis en train de dire. À ce jour, la mobilisation des fonds ne cause pas problème. Pour atteindre le budget de 15 milliards, la mobilisation en interne, ça se passe sans problème. Le problème que ça m'a affauté, c'est au niveau de la qualité de la dépense. Parce que si vous regardez toutes les régies financières à ce jour, les assignations qu'on leur a données, la plupart vont au-delà des 70-80%. Ce qui est normal, mais le problème qui n'a pas aidé Sama Lukonde à stabiliser la monnaie, quoi qu'il a la réserve internationale de 5 milliards de dollars, mais incapable de stabiliser la monnaie, beaucoup plus il faut regarder maintenant du côté de la dépense de qualité. Il faut qu'il y ait la dépense de qualité et non pas des dépenses de prestige, tout ça. Il faut qu'on sache à quoi on doit affecter pour que la République puisse se retrouver. L'investissement, par exemple, selon les normes internationales, l'investissement ne peut pas être en deçà de 30% du budget national. Mais il fallait qu'on arrive à respecter toutes ces règles-là, de sorte que les pays puissent aller dans une politique de croissance. Il ne faut pas se contenter de la politique conjoncturelle. La stabilité, c'est la conjoncture, ce n'est pas les structures. Maintenant, là, il faut, par exemple, rendre notre économie introvertie
la diversifier et augmenter la croissance en termes de l'agriculture, en termes industriels, en termes de tourisme. Ce sont les secteurs qui vont créer l'emploi pour attaquer maintenant le deuxième axe que le gouvernement s'est fixé. C'est ça la démarche de la Première ministre. Pius Roland, est-ce pas du déjà entendu la stabilisation du cadre macro, une économie introvertie? On a tendance à tomber pratiquement dans le même discours, le même promesse avec Sama, qui ne sont malheureusement pas réalisés, vous serez d'accord avec moi. Vous, de votre côté, pensez-vous que c'est budget réaliste? Merci, cher confrère. Vous savez que le Congo, depuis qu'il est Congo, il n'y a jamais eu un mauvais discours. Tous les discours sont bons et magnifiques. Et ça, c'est sur le plan théorique. Le problème se pose au niveau de la pratique, de ce qui est dit dans le discours. Mais avant que je n'aborde votre question, je voulais un peu rebondir sur les considérations de l'honorable Kolela. Sur Matata Pogno. Sur Matata Pogno. Allez-y, vous pouvez réagir. Mouzito n'a pas stabilisé l'économie de ce pays. Moi, j'ai l'avantage de discuter avec Matata, de parler avec Matata. J'ai cet avantage. C'est lui qui a été ministre des Finances. Tout reposait sur lui. Le point d'achèvement, quand vous parlez avec Matata, il vous dira que c'est lui et Kabila. C'est lui qui Mais perd. quand même, sur le leadership Il Mouzito qui était chef du oui, gouvernement. le leadership, ce n'est pas lui qui a travaillé. Un leadership, c'est la conduite. Mais c'est lui qui était à la manœuvre. C'est lui qui était à la commande. C'est Matata Pogno. Quand vous parlez avec lui, il vous a menti. Non, parce qu'il est entré au gouvernement 3 mois après l'atteinte du point. Vous allez réagir. Poursuivez. Il a été à la Banque centrale. Il a été à la... au BCECO. Il a été à la Banque centrale. Il a été au BCECO. Cadre, oui. Il a été au BCECO. Et il est venu travailler pour l'achèvement. Vous avez dit que Matata était le ministre des Finances, c'était le cerveau monteur qui a permis à la concrétisation du point d'achèvement. Tout à fait. Mais il se pose un problème lorsque vous ignorez le leadership du Premier ministre sous lequel le ministre des Finances devait travailler. Non, on ne peut pas travailler sous le leadership du Premier ministre. On travaille sur le leadership du Président de la République, le premier citoyen. Et, mais si. Non. Mais quand ça ne marche pas, c'est le Premier ministre. Écoutez, Quand ça marche pas, c'est le président de la République. Écoutez, nous sommes dans l'inversion de mœurs au Congo. Le président de la République, toi tu as été au Parlement. Oui. Avec moi, tu as couvert le Parlement. Je suis retourné. Lui, il a été député national. Pourquoi lorsque le président de la République adresse un discours à l'Assemblée nationale, ça n'appelle pas un débat? Non. Mais parce qu'il est irresponsable. Il n'est pas redevable devant l'Assemblée, devant la représentation du peuple. Voilà. Maintenant, c'est nous, partant de la haine qu'on avait contre Kabila. Kabila Baby Simboka, Kabila fait ceci. Alors que celui qu'on devrait demander le compte, c'était le Premier ministre. Et c'est comme ça que tout repose maintenant sur le chef de l'État. En réalité, celui qui gère la République au quotidien, c'est le Premier ministre. Ouais. Mais puisqu'on a déplacé le centre d'impulsion, on a amené à la présidence de la République, et comme c'est lui qui a été élu, et c'est lui qui doit rendre compte à la population. Voilà pourquoi on le dit abusivement, que c'est le chef de l'État qui doit rendre compte à la population. Nous qui sommes républicains, nous savons que c'est le Premier ministre. Et Matata a fait son émission, vous l'avez suivi, il parlait sous le leadership de Joseph Kabila. Ça c'est, entre parenthèses, pour moi. Oui. Ça m'engage que moi. Oui. Depuis que le Congo est Congo, avec ses premiers ministres, il n'y a pas un Premier ministre qui a été à la hauteur de Matata. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Aujourd'hui, Souminois démontre le contraire. J'ai les statistiques avec moi. Vous allez peut-être revenir. Les statistiques, on peut y aller. Oui. Il a laissé 4 avions, personne n'a remplacé ce qu'il a laissé. Il a laissé Transco est par terre. Vous avez parlé de la stabilité de la monnaie, de la stabilité des changes, de prix. Qui en a fait plus que lui? Même à l'époque du Zaïre, nous avons mangé plusieurs monnaies ici. Qui en a fait plus que lui? Qu'on se le dise ouvertement. C'est pourquoi je ne veux pas juger Soumina, puisque je sais que son passage au plan était catastrophique.
catastrophique. Si, c'était catastrophique. Et en tant que Premier ministre, le discours était beau. Son budget, et attention, je peux mettre le budget de 150 milliards. Est-ce que le taux d'exécution va atteindre 100%? Tous ont été au Parlement comme moi. Et vous savez, même les budgets de 4 milliards de Matata, le taux d'exécution était combien? Parfois 70%, parfois 80%. Et le gouvernement Sama, le taux d'exécution était à combien de pourcents? 50%. 50%. Ouais, 9 milliards d'exécution au lieu de 16 milliards. Donc on parle... Donc au moins c'est positif. Mais les 9, S'il faudrait parler... Mais les 9 milliards, nous n'avons... D'un budget réaliste, donc on partira pratiquement à la les moitié 9 de nos milliards, milliards. nous n'avons rien ressenti dans les 9 milliards. Avec 4 milliards, on a ressenti. Avec 4 milliards au santé, peut-être vous qui étiez au pouvoir, vous ressentez, mais pas nous tous. Non. Moi, je n'ai jamais... Ça dépend du poste que vous occupez. Moi, je n'ai jamais été au pouvoir. Je peux dire, vous étiez dans les institutions. Moi, s'il vous plaît, vous étiez dans les institutions. Et vous avez été payé. Vous avez été payé pendant 5 ans. Vous avez eu les avantages. Moi, j'étais un simple journaliste. Et je suis simple journaliste. Je n'ai jamais... Il n'y a pas un journaliste. Non, mais les journalistes, il n'y a pas du pouvoir. Je protège c'est pourquoi je dis, vous les politiques, vous avez bipolarisé la presse. C'est vos discours, vos messages. Non, ce ne sont pas nos messages. C'est vous-même. Non, vous n'acceptez... Vous allez réagir. Vous n'acceptez pas... Laissez-moi le rôle de relancer plus. Vous n'acceptez pas nos critiques. Donc, la personne qui vous critique devient votre ennemi. C'est ça, vous les politiques. Vous savez pourquoi j'aime Bati? Bati, vous le critiquez, il s'améliore. C'est ça la hauteur d'un leader. Mais vous ne supportez pas les critiques. Si je vous critique, je deviens votre ennemi. Est-ce que vous faisiez les mêmes critiques lorsque vous étiez au pouvoir avec Kabila? Est-ce que je viens là vous louer? Laissez-moi le rôle de je peux enchaîner? Voici ce qui s'est passé. Enchaîner? Voici ce qui s'est passé à l'époque de Kabila. Mais on quitte les débats là. Oui. Parce que lui m'a amené sur cette Vous risquez de me sortir de j'ai retire cette question. Je la retire. Non, il m'a amené sur cette question. André Kimbuta a souffert. Si vous m'avez déjà lu dans mes écrits où j'étais journaliste... Il a souffert comment? À l'avenir. Je l'ai attaqué sur le délabrement des routes. Mais pas attaquer, il faut dire. Non, mais après, c'est amélioré. Critiquer. Oui. Attends, critiquer. Notamment, le délabrement de l'avenue Flambeau. Entre Bralima et Ofida. Notamment Kabambar. Et il m'a dit ceci, les jours de, je crois, on a interpellé, je ne sais pas, un responsable, ou c'était le jour du discours sur l'état de la nation. Il m'a dit, Pius, tu ne vois pas que j'ai arrangé Flambeau et Kabambar. Tu veux encore dire quoi? J'ai dit c'est suffisant. Donc vous plaidez pour le fait que nos dirigeants soient réceptibles aux critiques. Soient réceptibles aux critiques. Alors, revenons sur notre sujet. Je reviens sur... Le budget sur menace réaliste ou c'est trop beau pour être vrai? Je vous dis, si vous prenez tous les discours sont toujours beaux à lire et à faire des études. Mais dans la faisabilité, ça pose problème. Oui. Ça pose problème. Nous avons, lui là, il nous a bouché les oreilles. 16 milliards, aujourd'hui il revient sur 9 milliards. Maintenant je dis, où se trouvent les retombées des 9 milliards? Le 4 milliards, nous avons vu les retombées. Alors, nous avons vu les merci. La question, c'est quoi les retombées? Merci, attends, la parole doit tourner, sinon Pius risquerait de monopoliser la parole. J'aimerais poser une question. Vous avez, attends, il m'a dit quelles sont les retombées des 4 milliards. Vous allez revenir. Moi, je vais poser cette question. Ouais. Je vais poser cette question à sa place. Je crois que c'est nombreux de téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui pourront constater avec nous sur ce plateau qu'à l'époque de Matata, avec un budget de 4 milliards, les fonctionnaires étaient payés à temps. Avec un budget de 4 milliards, les salaires étaient réguliers. Avec un budget de 4 milliards, il a lancé beaucoup de projets de développement. On a parlé de Congo Airways, on a parlé de Transco et autres. Il y a eu des constructions. Bien évidemment, on peut mentionner l'hôtel du gouvernement, le siège actuel de la Première ministre. Mais la ville était très propre. Qu'est-ce qui se passe avec Sama, un budget de 19 milliards, je ne sais pas, 16 milliards pendant la gestion de Sama? Le peuple n'a pas senti ça. Les arriérés des salaires, les salaires qui tombent en retard,
Comment vous réagissez par rapport à ça? Mais écoute, il faut d'abord différencier les contextes, la période. Lorsque Matata était Premier ministre, il y avait quoi sur le plan international? Il faut d'abord contextualiser les événements, les faits dans les temps. Tu as raison que Sama avait projeté d'atteindre 16 milliards de dollars. Là, on a atteint 9 milliards. Mais ça m'a été buté à quoi? Ça m'a été buté d'abord à la guerre à l'Est, bien avant Sama. C'est 2 ans de Covid, s'il vous plaît. Il y a une guerre russo-ukrainienne qui a impacté négativement sur les économies du monde. Il y avait la guerre sur les économies du monde, s'il vous plaît. Il y avait la Syrie. S'il vous plaît. Mais pas avec le même impact que la guerre russo-ukrainienne qui a impacté négativement toutes les économies du monde, s'il vous plaît. La crise était humanitaire, on va le reconnaître. Et nous, on a s'enfler parce que notre économie a subi beaucoup de chocs exogènes, mais on a continué grâce à une politique managériale menée par le leadership du chef de l'État, avec l'accompagnement de Sama Lukonde. Tout n'a pas été mauvais, mon cher Pius. Non, qu'est-ce qui a été rose? Mais écoutez, qu'est-ce qui a été rose? Mais écoutez, on a matérialisé la gratuité de l'enseignement. Arrêtez cette histoire de la... Mais écoutez, on a recruté de nouvelles unités au niveau de l'enseignement et de l'université. Ne vous adressez pas directement à Pius Romain. C'est-à-dire qu'on a l'interaction en fait. Il y a eu beaucoup de choses. Non. Il y a graissement dedans dans les pestés. Vous aurez votre. On a mis en place la programmation militaire. C'est plus ou moins 1 milliard. Aujourd'hui, la montée des FARDC, ce n'est pas un effet de hasard. C'est l'argent du contrat congolais qui a renforcé ce que les FARDC puissent atteindre la projet aujourd'hui. Faire quoi? Non, aujourd'hui, tout ce que vous avez cité comme contrainte, on fait en sorte que Sama ne puisse pas atteindre ses prévisions ou redistribuer à la population. En 3 ans d'exercice de pouvoir. Est-ce que tu peux me donner le contenu de la loi de programmation? C'est moi qui pose les questions. Oui, on en parle trop. Quel est le contenu de la loi de... Aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Par exemple, le mandat passé. Non, vous n'allez pas répondre à une question de plus. Vous répondez à ma question. Il aura son temps de réagir. Il pourra. Aujourd'hui, avec ce qu'a fait Sumino a dit quoi? Il est en train de faire la continuité de ce qu'a fait Matata. C'est-à-dire qu'on va ajouter un plus à ce que l'autre avait fait pour améliorer. Matata, pas Sama Lukonde. Et à rencontrer les besoins de base de la population congolaise. Donc, 92 milliards en 5 ans. Le budget serait réaliste. Le budget est réaliste et en même temps, c'est une prévision. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'en 5 ans, qu'en une année, on peut atteindre tel objectif. Aujourd'hui, avec l'assiette fiscale, nous avons plus ou moins M. Mwakadi qui triple les recettes, les assignations. À la DGI. C'est-à-dire qu'il y a des signaux qui rassurent qu'en projetant sur un instant, on peut atteindre cet objectif. On parle d'une mobilisation de 6 milliards de dollars seulement à la DGI. Vous imaginez un peu ça. Et c'est autant au niveau de la DGI, autant au niveau de la DGDA. C'est-à-dire que les efforts sont fournis et lorsqu'ils sont bien canalisés, comme a dit M. John Koela, il faut maintenant voir les dépenses qualité. Quoi faire, où affecter les dépenses pour qu'il y ait visibilité dans le pays national. D'accord, merci beaucoup. C'est bien bon. Notre ami me vante, lorsque vous avez géré une maison et que vous quittez, après vous, il y a... comment on appelle? Il y a inondation, c'est que vous avez mal géré. Il me dit qu'il part, Transco tombe en faillite. Mais c'était quoi la base de Transco? Ça repose sur quoi? Qui avait contribué pour l'essor de Transco? Ah oui, c'est pas la SNCF, c'est pas... Non, j'ai pas de congrès plutôt. Quels sont les éléments mis en relief pour modifier Transco? Ce sont les régies financières. Alors, il ne faudrait pas qu'on tombe dans les mêmes erreurs. Lorsque vous ramène à la... S'il vous plaît, vous allez répondre. Lorsque vous gérez une entreprise et qu'après votre départ, c'est la faillite, vous avez été un mauvais gestionnaire. Ah bon? Oui, justement. Parce qu'il faut laisser les bases solides pour tenir l'entreprise à l'état. Après, vous pouvez laisser les bases et ceux qui viennent après vous. Non, je ne pense pas. Ça pose un problème. Quand on est venu, on a trouvé que dans Transco, c'était la part de Matapogno qui vendait à manger au niveau aux passagers. Ça, c'est faux. Et quand il parle, c'est pas faux. Quand vous êtes là, non, Congo Ways.
on voudrait que Mme Agnès, moi, je ne confirme rien, qu'elle avait des parts en tant que CNCS, déjà CNCS au niveau de Congo West. Beaucoup d'histoires. On ne va pas spéculer après. On ne va pas spéculer après pour ne pas tomber. C'était un montage, là, et lorsque les gens partent, chacun prend sa part, et puis c'est rabrou. Et maintenant, la parole va tourner. Le gouvernement est venu au chevet de Congo West en apportant un peu de fonds pour sa relance. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Vous comprenez? Est-ce que oui, non, s'il te plaît. Je veux réagir vers vous. Je veux réagir. Notez. S'il te plaît, s'il te plaît. La parole doit tourner. S'il te plaît. Dans une minute. Chacun parle dans son temps. Je ne peux pas. Dans une minute. Sinon, on doit faire tourner la parole. Il faut lire. Mais qu'est-ce qu'il va dire à son temps s'il va dire avant son temps? S'il te plaît, il faut lire et s'imprégner sur la création de Congo Airways. Non, on ne va pas entrer dans ce débat. On va pas entrer dans le débat de la création de Congo Airways. Des entreprises qui ont contribué, pas des individus. Qui a animé cela? Vous êtes des mauvais gestionnaires. Non, on va. On vous a laissé la maison qui ne t'enchète pas. Je comprends. Vous êtes des mauvais gestionnaires. John Collet là. On ne peut pas dire que la personne qui est mal. Non. Qu'est-ce qui justifie que pendant leur époque, ça marchait, et lorsqu'ils sont partis, vous avez pris la commande et ça ne marche pas. Merci, c'est une question posée. Chacun va répondre dans son temps d'antenne. Permettez-nous d'évoluer dans le débat. Sinon, nous allons risquer de sortir de notre thématique. Alors, on parle aujourd'hui de la redistribution des budgets qui posent problème en République du Congo. Mais aujourd'hui, John Collet, comment le gouvernement compte-t-il assurer la transparence dans la gestion de fonds alloués, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui il y a une lutte acharnée contre la corruption menée avec l'inspecteur général de finances, Julien Lingueté? Comment ces gouvernements comptent-ils assurer la transparence dans la gestion de ce fonds? Il faut la démocratie d'abord dans la gestion des affaires publiques. Il faut que le Parlement soit à la hauteur de la tâche pour qu'il y ait des contrôles parlementaires, c'est-à-dire il y a plusieurs institutions qui doivent contribuer au contrôle. Non seulement le Parlement, il y a l'IGF qui doit faire aussi son travail, il y a la justice qui doit s'en suivre aussi, parce que... La Cour des comptes. La Cour des comptes, évidemment. C'est la crainte de gendarme qui est le débit de la sagesse. Si chaque fois Gilles Lingueté décrit les gens qui détournent, si chaque fois au Parlement on vous dit qu'il y a telle personne qui a détourné, mais la justice ne suit pas, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est en train de parler, d'aboyer, et la caravane continue à passer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moutamba est là, il a aussi trop parlé. Je souhaite qu'il puisse mettre en application tout ce qu'il a dit, qu'on ouvre grandement les prisons et que nous voyons au moins qu'il y ait au moins des procès qui terminent au moment où l'argent retourne au trésor, public. Ça, c'est une bonne chose. Alors, vous pensez qu'il a les épaules suffisantes pour non, il doit en avoir. Injecter il doit en avoir, il est obligé. Je ne compte pas moi personnellement juger les gens. Je ne juge pas les gens d'entrée de jeu. Moi, j'aimerais voir les gens en pratique pour les évaluer. Nous lui accordons toute sa chance de faire le travail pour lequel il a été désigné et nous espérons que ce n'est pas possible qu'on puisse aller chercher un opposant pour lui donner, c'est-à-dire qu'il a une mission particulière étant qu'il est opposant d'abord pour agir au sein d'une grande majorité. Lorsque vous parlez d'une mission, j'aimerais vous relancer. D'aucuns pensent aujourd'hui, surtout les opposants, que Moutamba serait au service aujourd'hui du président de la République pour traquer les opposants, pour des faux procès, pour arrêter ceux qui ont le son contraire. Beaucoup le pensent. Abusent. C'est qui justifierait le Congolais est toujours comme ça. Gouvernement. Moutamba aujourd'hui, il ne peut qu'être au service du gouvernement qu'il est en train de servir. On ne peut pas être au gouvernement et ne pas être au service de ces gouvernements-là. Voilà. Quiconque entre au gouvernement, c'est qu'il est au service de ces gouvernements-là. Et c'est clair. Mais avant d'entrer au gouvernement, il était opposant, il a joué son rôle. Voilà. Le fait de quitter l'opposition, entrer au gouvernement, ce n'est pas un péché. C'est-à-dire qu'ils se sont entendus, ils ont convergé sur certains points de vue pour travailler ensemble. Voilà. Avant d'être opposant, il est d'abord citoyen de la République. Donc, il peut agir en tant que citoyen. Ce n'est pas pour les opposants, mais moi, je crois au contraire, c'est pour traquer les gens du pouvoir. Parce que si c'est quelqu'un du pouvoir, ça sera ses complices à lui avec qui il sera. Mais au moins quelqu'un qui n'est pas de votre obédience, qui n'a pas de compte à vous rendre, qu'il peut traquer tous les gestionnaires. On ne traque pas les gens du pouvoir ou les gestionnaires, on traque celui qui vole. On traque celui qui est dans l'infraction. Et c'est normal qu'on les traque, ils sont là pour ça. Ce n'est pas un péché. Et ici, j'aimerais préciser certaines choses qui ont été dites à ce niveau. Prenons l'hypothèse que Matata Ponyo fut ministre des Finances et que c'est lui. Ah, vous revenez encore sur évidemment, parce que je devrais rebondir. Ça va nous écarter. Non. Vous en parlez une minute. Nous parlons de la gestion, oui. Parce qu'ils ont parlé, je devrais rebondir. Parce que moi, j'ai commencé, ils ont parlé sur ce que moi j'ai dit, je devrais quand même me répliquer. Bon, rebondissez dans une minute. Mais mettons l'hypothèse que c'est Matata qui était ministre des Finances. Mais Matata, à son tour, il avait aussi un ministre des Finances.
Donc ce n'est pas Matata qui a fait, c'est son ministre délégué. Patrice Kitebe était ministre délégué. Évidemment. ministre délégué. Donc, il dépendait du premier Matata ministre. Est arrivé. Ministre de Finances. Matata est arrivé au gouvernement de Mozito 3 mois après l'atteinte du point d'achèvement. Tout ce qui se faisait en termes de stabilité macroéconomique, c'est la politique de la Banque centrale. C'est ça la politique vous l'avez dit dans votre je vais y aller dire autrefois. Et maintenant, par rapport aux réalisations, par 4 milliards et autres, Matata Pogno, quand il était là, jamais il a augmenté les salaires des fonctionnaires et des autres. Même pas l'adapter. Vous aurez votre temps. Même pas l'adapter. Matata Pogno, la charge dont vous parlez de l'enseignement, c'était sur les épaules des parents. Les parents, c'est qui? C'est les fonctionnaires, c'est les policiers, c'est les militaires qui l'État payait $100, qui lui vous demandait de prendre la charge d'un autre parent qui est en souffrance, qui est l'enseignant. Ce sont des faits. Alors si aujourd'hui, s'il vous plaît, parce qu'il n'a pas ressenti les 16 milliards. Je vous remets la parole. Les 16 milliards, c'est... Permettez-moi de préciser quelque chose. Merci bien. Je n'aimerais pas qu'on donne l'impression ici que nous sommes en train de mener un débat centré sur la gestion de Matata Pogno et les individus. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse parler du fond de ce budget. Donc vous pouvez chuter dans une minute en réagissant sur ce que plus Romain Roland a dit et nous allons passer à notre dernier thème sur le changement de la Évidemment, le budget tel que nous l'avions, même des 16 milliards ou 9 milliards qu'on a réalisé, a fait quelque chose qui ne s'est pas senti parce que le mal était très profond. On n'avait plus de routes. On nous a construit des routes à usage unique. C'est-à-dire ce qui a été fait durant le temps de Kabila, on devrait le recommencer encore de notre temps. Mais il y a des routes qui existent. Il faudrait je ne dis pas tout. Mais c'est facturé. J'étais en pâture. Tout ce que le gouvernement précise. Si je dis, je ne dis pas que c'est zéro. C'est pour dire que ce n'a pas été à la hauteur de nos attentes. C'est-à-dire que nous faisons les choses comme si nous les faisons provisoirement. On fait des routes qui durent 1 année, 2 années, il faut les recommencer. On fait des choses, on recommence encore. En ce moment-là, ça devient une charge lourde sur les épaules de l'État. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on a construit exactement avec ces fonds? Parce qu'il ne faudrait pas s'attirer sur ce qui a été fait et refait par vous. Mais qu'est-ce qui a été construit, sorti de terre? Dans tout le pays du monde, on fait la même chose. Centre financier, ici, c'est rien. Centre financier, là. Le centre financier, non, on faisait allusion au... C'est pas vous. C'est pas vous. Et puis après, on parle d'une coopération bilatérale avec la Turquie. Non, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Poursuivez, oui. Win-win. S'il vous plaît. Moi, j'aimerais quand je parle quand même, qu'il y ait quand même de l'ordre. Oui, je vous protège. Vous pouvez poursuivre. Construire, ce n'est pas seulement construire un immeuble. Prendre en charge la gratuité, c'est construire. C'est-à-dire que c'est l'argent de la République dans les 9 milliards là. La gratuité de l'enseignement. On prend l'argent à la base. La gratuité, ce n'est pas la gratuité. C'est la gratuité vis-à-vis des parents. Mais vis-à-vis de l'État, ce n'est pas la gratuité. Dans les 9 milliards là, il y a une grande partie qu'on est en train de payer les enseignants. Dans les 9 milliards là, il y a une grande partie qu'on paye aux nouvelles unités que vous n'avez pas mécanisées. Voilà. Dans les 9 milliards là, on a construit des choses de route. La République démocratique du Congo n'est pas un point. C'est l'espace. Les universités ont construit. Il y a là 6 universités qui sont construites, les écoles. Oui. Les cadres des 145 territoires. Donc pour vous, vous voulez vous voulez que les 9 milliards ou les 16 milliards, qu'on commence à distribuer chacun sa part? Si on prend 16 milliards, on divise par 120 millions d'habitants, chacun aura $1. C'est la construction, moins d'$1. C'est la construction de toutes ces choses-là. C'est ce que tous les pays du monde font. Même aux États-Unis, on construit les routes, on construit les écoles partout. Mais la manière de le faire par rapport à la politique, c'est ce qui fait la différence des uns et des autres. Donc, si vous ne sentez pas les 16 milliards ou les 9 milliards, permettez, si vous ne les sentez pas, c'est parce que nous avions pris en compte ceux-là que vous ne payez pas autrefois. Si vous payez 100 personnes, nous payons 1000 personnes, les nouvelles unités qu'on est en train de mécaniser. Au lieu d'augmenter pour celui qui a touché déjà 100, mais on dit que l'autre avait encore 0. Voilà. Donnons-lui d'abord quelque chose avant d'augmenter pour celui-ci qui était déjà servi. Merci. C'est ça l'essence de la gestion. Même à Colosie, chez Massouk là-bas. Non, attends. J'ai comme l'impression que vous êtes à deux. Le plateau risque d'être déséquilibré. Très déséquilibré, je n'ai pas. Non, je vous relance. J'aimerais préciser que vous allez peut-être rebondir sur ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Mais moi j'aimerais qu'on parle plutôt des mesures d'urgence prévues que le gouvernement prévoit en cas de crise économique. Parce que vos contradicteurs ont fait tout à l'heure allusion au fait qu'il y a eu ceci ou cela à l'époque de Sama Lukonde qui n'a pas permis l'exécution de son budget. Aujourd'hui, vous pouvez contribuer en tant que journaliste, en tant qu'analyste politique sur les mesures d'urgence que le gouvernement peut prévoir en cas de crise économique, humanitaire, moi je ne sais pas quoi. Allez-y. Merci beaucoup, cher confrère. Oui. Je pense que leur défense, c'est qu'il y a eu la crise mondiale. Leur défense, il y a la guerre en Ukraine.
Leur défense, il y a la Covid. C'est la raison pour laquelle on pose la question aujourd'hui. Quelles sont les mesures que le gouvernement peut prévoir en cas de crise de ce genre? Mais chers amis, les contextes dans lesquels Joseph Kabila a géré ce pays, c'était un contexte, si c'était vous aujourd'hui, le Congo disparaîtrait. Comment ça? Kabila ne s'est jamais plaint de la gestion de Mobutu, ni cité son nom. Que Mobutu m'a laissé ça, non. Il s'est apaisanti. Et qui s'est plaint de la gestion de Kabila? Vous avez nous, étant que parti politique, et toi tu parles de Kabila, Tshisekedi ne s'est jamais plaint non plus. Laissez-le également poursuivre. Mais il faut être correct dans ce que vous dites. Si moi, en tant que membre du parti ou bien citoyen, je le fais, mais Tshisekedi ne l'a jamais fait non plus. Vous aurez toujours votre temps d'antenne. Laissez-le quand même poursuivre. Il ne faut pas comparer Kabila à John. Comparer Kabila à Tshisekedi. Merci beaucoup pour votre précision. Vous pouvez poursuivre. Je compare Kabila à Tshilombo. Oui. Il arrive au Kasaï. Le Kasaï a été détruit par les autres. Ce n'est pas une plainte. Bon, on va pas revenir sur ça. C'est peut-être non, j'ai plusieurs exemples. C'est peut-être un discours de campagne. Oui. Non, c'était pas un discours de campagne. C'était pas un discours de campagne. La première, s'il te plaît, vous êtes à deux. S'il te plaît, vous êtes à deux. C'est faux. C'est pas l'AFDEL qui a pris l'Amiba. Laissez-le poursuivre. L'Amiba a élu le régime de l'AFDEL. Qui ne sait pas ça? Et il est normal que le prédécesseur, soit il construit, soit il détruit. C'est son temps d'antenne. Vous pouvez poursuivre plus Romain. Il me balance dans plusieurs sujets. Et ça risque de nous éparpiller par rapport, de nous désorienter, s'il vous plaît. L'Amiba. Oui. Vous connaissez la part de l'État congolais dans l'Amiba et la part de la Belgique dans l'Amiba? Quand vous racontez les synepsis sur l'Amiba, vous connaissez la part du Congo dans l'Amiba et la part... La Belgique, de la destruction, vous parlez des parts. On est en train de... On va vraiment chuter avec un tour de parole. Le régime AFDEL. Grâce à on a payé les militaires. Avec Mouzé. C'est récent. J'aimerais que vous laissiez plus intervenir. Non. Comme ça, nous allons prendre le débat. Il parle de la destruction, au lieu de parler des parts. Qu'est-ce que les parts ont fait? Supportez les coups qu'ils vous envoient. Non, il n'y a pas de coups, il n'y a pas de coups là-bas. Ils savent qu'ils jouent ces jeux. Du coq à l'âne. Non, on reste dans le débat. Mais allez-y. L'Amiba a dit l'AFDEL. S'il vous plaît, Freddy Noël Tuyo, laissez-les poursuivre. Et quand je vais parler de la barbarie, tu vas encore te plaindre. Quand je vais parler de la barbarie, tu vas te plaindre. Vous êtes à deux, moi je suis seul. Quand vous parlez, je m'étais. Non, jamais. La part de l'État congolais. Tu me contredisais à tout bout du champ. La part de l'État congolais dans l'Amiba était à quelle hauteur et la part de la Belgique était à quelle hauteur? C'est quoi le débat? Quel rapport? Pour arriver à dire que l'Amiba est tombé en faillite. Ça, c'est un. La même chose dans votre parti politique. Kabila, je rappelle que tu es journaliste. Hein. Vous parlez pas journaliste, arrêtez. Non, il est journaliste. Oui. Il n'est pas membre d'un parti politique. Toi, tu sais qu'il est c'est un confrère, je me dois de le protéger. C'est un confrère. Ok. Ils ont accusé Kabila d'avoir mis par terre la SNCC. Or, ils n'ont jamais su l'objet social de la création de la SNCC. C'était pour transporter les minéraux de la Gécamine. Or, la Gécamine était déjà par terre depuis 80. Tout ce qu'on voyait là, c'était juste que de la poudre aux yeux. Depuis que Mobutu avait lancé l'objectif 80, c'était la descente aux enfers de la Gécamine. Donc, les Kabila sont arrivés au moment où tout était par terre. Les pillages... Mais là, tu accuses Mobutu aussi, alors. Tu es en train d'accuser aussi Mobutu. Je n'accuse pas. Chutez plus Romain Roland. Ils ont connu les pillages. Les deux pillages qui ont mis par terre l'économie du Congo. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y avait une entreprise qui était viable. Le pillage des années 90. Je parle de 91 et 93. 91-93, oui. Les pièges qui ont... Limité là. Là où se trouve maintenant limité ecclésiastique. C'était limité industriel. Vous répondez à quelle question? Est-ce que ce sont les Kabila qui ont mis par terre? Quand vous parlez de l'Amiba, donc vous ne prenez pas en compte tous ces pillages-là. Tous ces facteurs. Pour vous, heureusement, s'il te plaît, je parle. Heureusement, avant l'AFDEL. Heureusement, vous dites... Avant l'AFDEL.
qui était la MIBA. Bon, si vous le relancez, nous savons pas évoluer et nous allons nous perdre. Mais il faut dire la vérité. Alors, faut dire la vérité. Parlez-nous plutôt, oui. Je te dis, Dites la vérité, l'opinion. Quand tu parles de la MIBA, je te donne un simple exemple que tu peux comprendre. Tu peux avoir 1000 $ dans ta poche. Aujourd'hui, tu fais sortir 10 $. Tu sens toujours que tu as l'argent. Demain, 10 $. Après-demain, après-demain. C'est-à-dire, ce qu'on utilisait de la MIBA, c'était juste la réserve. Quand cette réserve... Ah bon, mais oui. Allez, vas-y. Quand c'est fini... Quand c'est fini, Mais il n'y avait pas la relance puisque nous avions le pillage. Je te parle des entreprises qui ont été pillées. Ce sont des problèmes comme ça que notre pays a connus. Alors, Et Kabila ne s'est jamais plaint de ça. Il s'est mis au travail. Mais répondez d'abord à ma question. Le nombre de réseaux routiers qui ont été arrangés dans ce pays, c'est plus que ce que vous avez fait quand vous vous apésantissez sur Elenguessa. C'est quelle avenue encore? Des 6 km. On m'a montré la route de Kimwenza. Comment bon, vous avez fait 21 ans. Vous faites la route... On va 21 ans pour voir. S'il vous plaît, on va prendre le Congo, ce n'est pas Kinshasa. S'il te plaît. John Kolela, quand vous dites que le Congo n'est pas Kinshasa, effectivement, les Congolais. Pius Romain Roland. Vous n'avez pas été dans je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Non, puisqu'ils ont demandé les retombées des 4 000. Je chute. Nous avons 4 micros ici. N'est-ce pas? C'est toi les gestionnaires. Oui, bien évidemment. Nous avons 4 micros. Oui. Tu quittes l'entreprise, tu laisses 4 micros. On lui donne, lui, la gestion du studio. Sur les 4 micros, 3 micros tombent en faillite. C'est de ta faute? Non. Bon. Maintenant, moi, je vais répondre à ta question. Je ne vais pas répondre. Non, j'aimerais qu'on puisse se calmer. Vous êtes des j'aimerais qu'on puisse se calmer et qu'on atterrisse. J'aimerais qu'on puisse se calmer et qu'on atterrisse. Les incompétents de la gestion. Non, s'il vous plaît. Il nous traite même, vous moi, je retire la parole. C'est moi qui ai la parole. J'aimerais qu'on puisse atterrir en douceur. Parce que le temps nous imparti touche pratiquement à sa fin. On aura, oui, non, mais malheureusement, nous avons épuisé notre temps sans pour autant épuiser notre thématique. Ceux qui nous suivons certainement nous excuser. On aura peut-être le temps d'en parler, la semaine prochaine. On va chuter. Oui. Un mot de la fin par rapport à notre thématique. J'aimerais vraiment qu'on puisse rester sur notre thématique de manière à permettre à ceux qui nous suivent de tirer le plus important de la fin de vos interventions. Dans une minute, aujourd'hui, quels sont aujourd'hui les mécanismes qui met en place le gouvernement souminois pour qu'en cas de crise, que le gouvernement, qu'il arrive au moins à atteindre ses prévisions budgétaires et que l'argent récolté puisse servir au social du peuple congolais et aux autres priorités du gouvernement, de la RDC. Dans une minute, s'il vous plaît. Je pense que... Comme ça, on aura 3 minutes et puis on va continuer. Il faut souhaiter bonne chance à Mme Souminois, qui est très, très ambitieuse avec son programme du gouvernement quinquennal. 92 milliards, c'est pas chimérique parce que les éléments sont là pour qui convainquent que cela est faisable. Je pense avec l'encadrement de l'IGF, je suis à Lingueté avec Sénaref, on pourrait même plus que canaliser les recettes pour une utilisation à bon escient. Mais aussi, pour ne pas trop vous déranger, mais je vais juste faire un clin d'œil au thème qu'on devrait évoquer ici, changement de la Constitution. Oui. Je pense que la Constitution actuelle n'est pas une Bible qu'on peut pas réviser. C'est une Constitution qui est révisitable et parce qu'elle-même prévoit ses mécanismes de sa révision. Tout n'est pas mauvais de la Constitution, mais au regard, après, depuis 2006 à aujourd'hui, on a remarqué des failles, de quoi que je pense que les Congolais doivent se mettre ensemble pour trouver des questions à ce qui manque de cette Constitution et pourquoi pas la changer. Parce qu'elle a été faite par des personnes et ce sont les mêmes personnes qui peuvent la refaire à travers des mécanismes référendaires. Merci. Donc, il ne faut pas tabouiser comme quoi il y a des fruits défendus. Non, non. Oui. C'est les gens qui ont mis des fruits défendus et les mêmes gens peuvent réfléchir. Ces fruits-là peuvent être mangés et puis remplacés par d'autres. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Honorable John Kolela, vous avez vraiment tout au long de cette émission évoqué le fait qu'il y a eu des contraintes d'ordre international liées à la crise économique, à la guerre en Ukraine et tout ça.
Par rapport à notre budget que vous estimez réaliste aujourd'hui et atteignable, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous parler. Quels sont les mécanismes aujourd'hui que le gouvernement peut mettre en place de manière à ce que s'il y a une crise qui frappe encore, qu'au moins nous puissions atteindre ces budgets et que la population congolaise ne puisse pas être victime de ces discours qu'il y a eu pendant toutes ces années. Et vous placerez aussi un mot par rapport au changement de la Constitution, ça sera votre dernière intervention. Ok, merci beaucoup, je ne serai pas très long. Je dirais que le discours, c'est normal qu'on commence par le commencement par des promesses. On ne peut pas dire que parce que ce sont des promesses, donc on ne peut pas les dire. Les discours ne sont que les promesses, parce que c'est les débuts aussi. Les résultats, il faut les attendre à la fin. Alors, je dirais qu'en dehors de tout ce que nous avons comme institutions qui peuvent aider le gouvernement à faire son travail, au sein même du gouvernement, la première ministre, si je l'ai bien suivi, elle a prévu de mettre en place une structure qui sera comme une structure de suivi et d'évaluation des actions du gouvernement. Je pense qu'à partir de là, déjà, à partir de 3 mois, chaque ministre sera évalué. Je pense qu'à partir de là, ça sera une manière de stimuler les uns et les autres à faire correctement le travail et à corriger immédiatement dès qu'il y a les failles. Donc je pense que c'est ça peut-être l'innovation, contrairement aux autres gouvernements. Le gouvernement passé de Sama avait également promis la même chose, mais ça ne s'est jamais fait. C'est là où nous disons qu'il faut que ça soit réellement pratiqué. On ne peut pas dire que parce que c'est une promesse, oui, c'est une promesse parce que c'est le début, on ne peut que commencer par la promesse pour vous dire ce qu'on va faire demain. Donc, accordons-lui la chance de faire ce qu'il a promis de faire dans les jours à venir. Alors, sur la changement de la Constitution. C'est là, oui, avant d'arriver là-bas, je dirais d'abord en un seul mot, lorsque on nous laisse 4 micros à gérer, si 3 tombent en panne, les micros, c'est quelque chose qui a une durée de vie. Si la durée de vie des micros était de 3 ans... Vous parlez de l'amortissement. Oui, évidemment. Si la durée de vie des micros était de 3 ans, vous me laissez ça à 2 ans et 6 ans, c'est-à-dire que dans 6 mois, c'est possible que ça tombe en panne. Voilà. Et ce n'est pas de ma faute. Voilà. Parce que ça a duré des vies. Alors, vous avez remplacé. C'est vous qui clôturez. C'est vous qui clôturez. Il ne faut pas le déranger. Oui. Vous, pour acheter ces avions, vous n'avez pas fait un mandat. C'est au courant de 3 mandats depuis 2001 que vous êtes là jusqu'à là. C'est le dernier mandat que vous avez acheté. Oui, alors, il aura le temps. Évidemment. Non, je ne réponds pas parce qu'il voulait intervenir. Alors, parlez-nous un peu. Est-ce une opportunité aujourd'hui, ce changement de la Constitution? C'est opportun. Tu as dit tout à l'heure que la Constitution peut être changée. La Constitution. Pour quel objectif? Toutes les constitutions qu'on les change, c'est pour quel objectif? Pour l'intérêt du peuple. Mais on vous accuse de vouloir accorder un mandat à vie au président actuel en changeant les articles de la Constitution. Oui, nous, jusque-là, la matière à changer n'est pas encore donnée. On a dit qu'il faut réfléchir. La réflexion peut terminer par le maintien de la Constitution, le révision ou le changement. Mais on a dit de réfléchir. Notre Constitution est déjà vieille d'environ 18 ans. Il est normal qu'à un moment de la vie, oui, c'est ça, c'est 18 ans de la Constitution. Il est normal à un moment de la vie qu'on puisse l'évaluer. Oui. Il n'y a pas qu'une matière dans la Constitution, le nombre de mandats. Il y a plusieurs matières. Il y a nos frères, par exemple, qui sont à l'étranger, qui ont changé de nationalité, mais qui veulent tenir à la nôtre. Ils peuvent réclamer leur nationalité. Oui. Il y a le problème des institutions budgétivores. Nous sommes un pays très pauvre, mais nous avons, par exemple, 2 chambres qui font la même chose. Pourquoi ne pas, par exemple, supprimer une pour que l'argent là... Vous pensez opportun aujourd'hui, ce changement de la Constitution? Moi, je pense que c'est opportun d'abord de réfléchir et corriger certaines choses, les retenir à la source. Ça fait autant d'années, on ne l'applique pas. Pourquoi laisser les choses dont on n'applique pas dans la Constitution? Ça fonctionne pas. Alors, Pius Romero, vous allez réagir par rapport à ce que ont dit vos invités, vos contradicteurs tout à l'heure par rapport au changement de la Constitution, et ça sera votre dernier mot pour ce numéro de 26 Presse. Merci beaucoup, chers confrères. Je ne pense pas qu'il y a un article dans la Constitution qui accorde la chance à une institution. Je ne pense pas qu'il y ait un article qui dit accordons la chance. Non. Nous avons eu de précédents. Sur base de ces précédents... Laissez-les chuter. On est à la fin, on n'a plus le temps, mais laissez-les chuter quand même. Sur base de ces précédents, nous avons eu des fausses promesses qui n'ont pas été réalisées. Et la plupart des membres qui sont dans ces gouvernements ont fait piètre figure au gouvernement passé. Donc il n'y a rien de bon qu'il faut s'attendre. Même si on mettait 160... Je ne parle pas des individus. Il a fait quoi aux communications sociales? Il a fait quoi? Les prédécesseurs que toi tu aimes, là, ils ont fait quoi plus que lui? Il a fait quoi? Puis Roland, on se connaît dans ce pays. Si on se connaît, je te regarde. Toi, tu parles d'un ami. Tu défends un ami. Moi, je défends les institutions. Toi, tu défends un ami. Moi, je défends les institutions. Les FARDC ont attrapé les Rwandais. Ils les ont présentés à la face du monde. Qui avait nié que ce ne sont pas des Rwandais? C'est pas nous, Mouyaï. Moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Je ne suis pas comme toi. On doit t'arrêter.
Tu comprends? Je suis pas comme toi. Oui, chuter. Je ne comprends pas. Donc, Chuter par rapport à la... Non, arrêtez, je n'ai pas de pas d'arrêter. On est en train de Je clôturer. te réponds. Les FARDC ont arrêté les Rwandais, les ont présentés. Qui avait nié cette arrestation? Il faut arrêter cette histoire-là. Arrêtez. Toi, tu défends les individus, Non, moi, mais je défends la République. S'il vous plaît, Pius Romain Roland. Tu vois comment Est-ce qu'on peut chuter? On peut chuter. La Constitution permet dans certains de ces articles qui puissent être révisités. Tu as dit tout à l'heure qu'elle avait 18 ans, je ne sais pas si encore John Koulé là. On peut penser à la révisitation. Une minute et plus. Leur comportement, c'est le comportement d'un chrétien qui viole la Bible et ils demandent à Dieu de changer la Bible et de l'adapter à leur péché. Ils sont incompétents de respecter la Constitution. La Constitution ne pose pas un problème. Quelle est la disposition qu'on n'a pas respectée? Mais parce que lui aussi intervenait. Évidemment, parce que quand je parlais, en conclusion, il intervenait dans ma conclusion. Il réagit pas parce que vous avez dit. Quelles sont les dispositions qui sont violées, qui ne sont pas respectées dans la Constitution que tu dénonces? Donnez-lui 30 minutes. Allez-y. Alors, s'il n'y a pas de dispositions qui n'avaient pas été violées, Oui. sur base de quoi vous allez changer la Constitution? On ne change pas la Constitution parce qu'on la viole. On change parce qu'on peut la perfectionner. Ok. Quels sont les articles à perfectionner? Je te donne les Accorder par exemple la nationalité à ceux qui en ont d'autres. Attends, s'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, c'est important. C'est important. Chuter. Oui. Là, Oui. vous voulez accorder S'il vous plaît, Oui. la nationalité. Permettez-lui le temps de chuter. S'il te plaît. Chuter dans 2 minutes. Lorsque vous avez acquis la nationalité étrangère, Oui. n'est-ce pas? Vous l'avez acquise individuellement. Oui. Quand vous voulez vous défaire de cette nationalité, pourquoi vous allez prendre en compte la Constitution? La Constitution parle d'une Puisque, nationalité. attends, ça va nous poser des problèmes. Je pars par le fait. Merci beaucoup. Lui là, même vous le savez. Nous étions au Parlement. Vous savez qu'il y avait un député du MLC qui avait été arrêté au Rwanda. Soit disant qu'il était citoyen rwandais. Ouais, je connais. Et tu sais ça? Voilà votre danger de l'article 10. Ne relancez pas le débat. Ok, je clôture. Voici comment. Là c'est ma réflexion. Oui. Pour changer la Constitution, il faut qu'il y ait un vide juridique. Pour parvenir à changer la Constitution, il faut qu'il y ait un vide juridique. Il faut qu'il y ait un vide juridique. En France, il y avait quel vide juridique de la première à la 5e Constitution? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux arranger? Tu tires ça de quel livre? S'il vous plaît, permettez-lui de clôturer dans 30 secondes. Est-ce que tu peux arranger encore une autre émission? Vous tirez de quel article? Oui, on va arranger une émission. Je promets aux téléspectateurs, nous parlerons essentiellement de... Nous l'enregistrons aujourd'hui même peut-être. Ouais. Pour changer la Constitution, oui. il faut qu'il y ait un vide juridique. C'est-à-dire, vous basculez d'un État à un autre. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut que toutes les forces politiques et sociales se mettent d'accord, entrent dans la transition, paralysent toutes les institutions. Puisque, s'il te plaît, c'est pas discours, j'ai réfléchi. Toi, tu n'as même pas la Constitution du 4 avril 2003. Ça, c'est tout ce qui réfléchit. Troisième mécanisme. Il faut qu'il y ait une révolution. Or, quand vous voulez révisiter certains articles, oui, l'article 218 prévoit les mécanismes de la révision de certaines dispositions constitutionnelles. Mais pas le changement. Puisque en 2011, 8 articles ont été modifiés. Mais non, là où ça vous tient à la gorge, l'article 219 vous interdit. De faire quoi? Qui l'a rédigé? L'article 219 vous interdit. C'est par ici que vous allez... Est-ce que je peux lire l'article? Est-ce que je peux lire l'article 219 pour que vous puissiez comprendre? Qui l'avait rédigé? Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de... On lève ça d'ici là, on lève ça. On peut la lever, non? Voilà les pêcheurs. Les pêcheurs qui cherchent à actualiser leur péché dans la Bible. Non, c'est faux. Arrêtez. On n'a pas dit qu'on va réviser. Tu as dit on va lever. Ça, je te dis, il est membre d'un parti politique et puis tu dis on va lever. Nous avons reçu cadre de l'UDPS Massine. Freddy Noël Thieu, journaliste. Merci d'avoir prévu ces échanges précis.
prochaine, c'était un plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Honorable John Koulela, merci d'avoir participé à ces échanges. Merci beaucoup. On n'a pas de combat révisé Non, en 2024. je ne vous ai pas donné la parole. Et merci beaucoup également à Pius Romain Merci, Roland. merci, chers confrères. Malgré ils ont été à deux. C'était un plaisir. Malgré ils ont été à deux. Nous donnons. Recommencer encore le plateau avec la thématique révision ou changement. Nous prenons.